Bienvenue dans le Bas-Saint-Laurent. Cette semaine à l'émission, je parcours le sentier national de la région du lac Témiscouata jusqu'à Trois-Pistoles. Également à l'horaire, la visite du sous-marin Onondaga ainsi qu'un passage à la maison de l'abbé A.T. Et en dernier lieu, comme plat de résistance, le fameux parc national du Bic. L'été dernier, j'ai eu la chance d'explorer le territoire québécois, de la région des Outaouais jusqu'aux îles de la Madeleine, en passant par la Gaspésie, Saguenay et Charlevoix, à la rencontre des gens, de la diversité naturelle et des activités plein air, une aventure pour vous faire découvrir le Québec, naturellement, sur les grands sentiers. Avez-vous déjà essayé le sentier national? Ici, dans le Bas-Saint-Laurent, on a un petit bijou à découvrir. Ça fait plus de 120 km. C'est un endroit exceptionnel. Vous allez découvrir toutes sortes d'écosystèmes. Et puis aujourd'hui, je me lance sur le Grand Sentier. C'est un endroit à visiter. Il y a plus de 12 tronçons ici qu'on peut découvrir, toutes sortes d'écosystèmes. Donc aujourd'hui, je me lance sur la Grande Passerelle et puis je vais découvrir le Bas-Saint-Laurent jusqu'à Trois-Pistoles. Claude, on est ici en plein cœur du sentier national du Bas-Saint-Laurent. C'est un joyau, hein, ça, dans la région. Ah, pour nous autres, c'est un attrait absolument magnifique qui a été développé depuis quelques années, mais là, on est vraiment rendu au stade de l'animation puis de l'accueil des gens, oui, effectivement. Et puis, vous êtes, un fait intéressant à mentionner, vous êtes la première région au Québec qui a complété son tronçon national. Ça doit être une fierté, ça, dans la région? Oui, effectivement, parce qu'on a été une des dernières régions à embarquer dans le projet, puis finalement, on a été la première à compléter son secteur dans les 144 km de sentiers qui sont aménagés. Et puis, il faut mentionner aussi que c'est quand même des grandes randonnées, mais il y a différents tronçons tout au long du sentier. Vous, je pense que vous l'avez divisé en 12 sections. C'est ça. Il y a 12 sections ici qui sont aménagées, qui varient entre 8 et 15 km de sentier. C'est un sentier linéaire, donc c'est sûr que les gens doivent faire un bout à l'autre pour s'y rendre. Fait que s'ils veulent leur virer de bord, bien là, c'est clair qu'il faut qu'ils recalculent leur kilométrage pour venir à la destination. Sinon, bien, nous, ce qu'on a mis en place, c'est des services d'accompagnement, des services de transport de bagages, transport de voitures pour les gens. Donc, ça leur permet de faire leur randonnée, puis quand ils arrivent à l'autre extrémité du sentier, soit que les voitures vont être là, soit qu'il va y avoir des gens qui vont les attendre et les ramener à leur destination de départ. Donc, évidemment, si vous avez divisé ça en 12 tronçons, c'est parce qu'il y a différentes choses à voir dans chacune d'elles. Oui, pour peut-être en citer quelques-uns, là, les beaux points forts là, de la région, ça serait quoi? Bon, c'est sûr que les 144 km sont divisés en 3 secteurs. Il y a le secteur du littoral qui donne un coup d'œil sur le fleuve Saint-Laurent, qui est absolument magnifique. Hein, c'est ça. Il y a une portion qui est plus agroforestière, où là, on est à mi-chemin entre le secteur forestier et l'agro. Donc, on a un secteur agricole. On voit des belles terres, on voit des vallons. Des secteurs de beaucoup, il y a de l'orge, du blé. On passe à travers ces secteurs-là qui sont magnifiques. Là. Alors, et on commence les dénivelés tranquillement, pas vite. Et après ça, bien là, on tombe dans le secteur du Témiscouata, où là, on tombe dans les monts Notre-Dame. Donc là, on commence à avoir un peu plus de dénivelé, on commence à avoir des bons petits sauts le long de l'intérieur du sentier. En tout cas, Claude, ça donne le goût. Je pense que je vais me lancer sur les sentiers tout de suite. Je vais profiter de ma belle journée. Oui. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Et, félicitations. Hein, c'est important que des gens aient ça à cœur comme vous. Bien, moi, je souhaite la bienvenue aux gens. Venez profiter d'un beau secteur. Donc, comme on dit, une marche à la fois. Une marche à la fois. Et voilà, c'est un départ pour la portion la plus au sud du sentier national. Aujourd'hui, 120 km de marche matin pour découvrir la forêt, les champs et un coucher de soleil sur le bord du fleuve. Où ça? Direction le littoral basque. C'est vrai? C'est plus le temps des sucres? Ah ouais? C'est plus le temps des sucres, j'aurais pas de sirop d'érable aujourd'hui, mais bon. Toujours confortable. OK, je m'en vais.
Pas juste des humains qui traversent le grand sentier national, il y a aussi des orignaux. Je viens de voir des belles traces. Là, je viens de terminer le tronçon du lac Anna et je me dirige vers les cascades de Sutherland. Très belle place, on va aller voir le lac Témiscouata. Témiscouata, ça veut dire lac sans fond. Venez voir ça. La vue aussi, elle n'a pas de fond. Et wow! Une petite brillance argentée sur le lac. C'est un lac qui fait au-dessus de 40 km de long. La région du Témiscouata est historiquement et encore aujourd'hui un lieu de passage entre le fleuve Saint-Laurent et l'Acadie. On y retrouve quelques villes telles que Notre-Dame-du-Lac, Cabano, Dégely et Pohéné-Gamouk. Ah ben, un ancien parchemin. Prenez la suite du sentier jusqu'au prochain tronçon. J'y cours. On a souvent l'impression que les sentiers sillonnent uniquement forêts et montagnes. Ici, au milieu des champs, des pâturages et des fleurs sauvages, on ressent la liberté de vagabonder dans l'herbe d'une terre à l'autre. Lorsque je parcours ces étendues cultivées, j'ai un sentiment de respect envers les cultivateurs qui, année après année, entretiennent ces champs pour nous fournir la matière première. Pour les amateurs de fleurs, le Bas-Saint-Laurent est un endroit idéal pour observer une multitude d'espèces de plantes. Avec la forêt, les plaines et le littoral, la région offre une grande biodiversité. Un fait intéressant à mentionner sur le Sentier national, c'est qu'on va retrouver 3 écosystèmes différents. Tout d'abord, la montagne avec les forêts, par la suite, les grandes plaines vallonneuses avec toutes sortes d'herbes, et puis pour terminer, le sentier du littoral. Si vous arrêtez ici, à Saint-Clément, en plein milieu des plaines vallonneuses, vous allez pouvoir trouver un site de camping avec une dizaine d'emplacements, un refuge, un tipi, des tentes prospecteurs. Donc, c'est vraiment un endroit intéressant pour s'arrêter. Et si vous prolongez votre route, vous allez vous rendre jusqu'à Trois-Pistoles. Vous allez pouvoir visiter. À cet endroit, lorsque l'on regarde à l'horizon, on peut apercevoir les îles du fleuve et tout au loin, le rivage de la côte nord situé à une trentaine de kilomètres. C'est beau le Bas-Saint-Laurent, surtout le Sentier national. On arrive ici, le dernier tronçon, c'est le Sentier du littoral. On a plus de 6 km où on peut côtoyer les cyclistes, les randonneurs pédestres. Donc, vous pouvez commencer ici ou terminer ici. Mais ce que j'aime bien, c'est m'arrêter, un petit coucher de soleil, prendre du temps sur la plage, puis lancer des cailloux. Donc, vous avez différents services, notamment artistiques, quoi d'autre qu'on va pouvoir retrouver ici? On offre des services traditionnels de gîte, donc petit déjeuner, mais également le souper. On a également des services de massothérapie et puis on a toute la partie art. Puis qu'est-ce qui vous a lancé sur le fait d'amener les gens à faire de l'art ici dans la région? C'est du fait que je sois céramiste, que je sois potière. J'offre aux gens de faire l'initiation autour, à la poterie, au cuisson raku, découvrir aussi d'autres artistes dans ma boutique. Nous, quand on est arrivé de France, on ne savait pas où s'installer au Québec. On savait que c'était le Québec. On a fait un petit tour, puis on a dit on s'arrête où on a un coup de cœur. Donc c'était le Bic. Nous, on venait du sud de la France, donc bord de mer. Je crois que le fleuve, ça a été vraiment le coup de foudre.
Le parc du Bic est absolument magnifique avec toutes les îles. On n'avait pas l'habitude des marées. Les marées, c'est fantastique. Puis c'est aussi beau l'été que l'hiver, toutes les saisons. Là, c'est toujours différent. Après avoir découvert les différents services de cette auberge centenaire, je me rends à l'atelier situé à l'arrière pour mon initiation à la poterie. Voilà, tu secoues bien pour pas... Voilà. Et voilà. Voilà, super. Hey, ma première pièce. Yay! Bon, ça, c'est plutôt ménager, mais bon. Regarde comme c'est beau la superposition de ton noir, du blanc et du vert, là. Les petites gouttes que tu as versées à la fin. Ah, je suis vraiment content, c'est une belle expérience. C'est une super bonne idée de faire de la poterie avec le gîte. Ben ça, c'est l'étape qui est la plus intéressante pour les gens qui ne veulent pas rester trop longtemps, parce que sinon, il faut attendre que ça sèche, ça prend un jour ou deux, puis après cuire, et puis après recuire. Ouais. Parce que là, moi, je prépare déjà les bols, et puis en 2 heures, là, En 2 heures, on décore son bol, c'est ça, puis on peut... Bienvenue à bord du sous-marin Onondaga, un véritable vestige de la guerre froide, une machine d'ingénierie de guerre. Oui, c'est pour une visite? Oui, le Onondaga? Oui, on arrive, on est tout juste à côté. Ah oui? Capitaine, vous êtes en dedans? OK, j'y arrive tout de suite. On va aller visiter le capitaine. Non, ce que j'ai à l'oreille n'est pas un cellulaire datant de la guerre froide, mais plutôt un audio-guide qui vous expliquera les fonctions des différents équipements, chambres et histoires de la vie à bord du sous-marin Onondaga. Oui, capitaine? On était juste à veille de rentrer dans le sous-marin, là. Vous attendez toujours? Bientôt dans la salle des moteurs? Oui? OK. J'arrive. Venez voir. Les batteries durent 3 jours. Après, il faut les recharger avec les génératrices. Juste 7 km/h? On peut pas aller plus vite? Bien sûr que oui. À partir du tableau ici, on contrôle la vitesse en augmentant ou en diminuant le voltage de l'alimentation des moteurs. Notre vitesse maximum est de 12 nœuds en surface et 17 nœuds en plongée. Ça, c'est 30 km/h. C'est rapide pour un sous-marin. Hey, jusqu'à 4 personnes qui travaillent 24 heures sur 24, des électriciens. 880 volts. C'était quelque chose. Vu tous les fils, tous les câblages qui passent ici, il fallait que ça soit vraiment bien entretenu. Tu veux pas avoir un bris à 200 mètres sous l'eau. Wow! Regardez ça. On est un peu à l'étroit. Mais c'était ça, vivre dans un sous-marin. En 1967. C'est vrai qu'il fait chaud. Quand les moteurs fonctionnent, il peut faire jusqu'à 60 degrés Celsius ici dedans. C'est plus que quand le soleil nous tape dessus en plein désert. Des gros moteurs comme ça doit consommer beaucoup. Tu l'as dit. Les réservoirs contiennent 380 000 litres de diesel. Ici, on arrive dans la section des tours de contrôle. La lumière est rouge à cause qu'on voulait garder un rythme biologique, dont la nuit,
on gardait la lumière rouge et puis le jour, on mettait de l'éclairage normal. Et puis parfois même, quand il n'y avait pas de lune, pas d'étoiles, on fermait toutes les lumières puis on gardait seulement les lumières des instruments. Ici, on arrive au cœur de la navigation. Ici, on avait les postes pour tirer, on avait les postes pour faire de la recherche, on avait les périscopes, justement, de chasse. L'Onondaga a été mis en service le 22 juin 1967. Il est le sous-marin avec la plus longue carrière de l'histoire de la marine canadienne, soit 33 ans de service. Il pouvait descendre jusqu'à 210 mètres de profondeur et il a parcouru durant son service 500 000 milles nautiques, ou soit l'équivalent de 23 fois le tour de la Terre. Le sous-marin a été retiré du service actif en 2000. C'est à ce moment qu'une idée folle a été lancée par un ami du site historique de la Pointe-au-Père d'acheter le sous-marin Onondaga. C'est pour la modique somme de 4 $ qu'on a fait l'acquisition du bâtiment naval. Deuxième écoutille. Tout au long de la visite, on en apprend sur le style de vie des sous-mariniers. Imaginez les contraintes d'espace, de rationnement, l'isolement et bien entendu, la discrétion sur les objectifs des missions à accomplir. Avez-vous vu? C'est des tout petits lits, hein? Ça devait pas être évident. Lit 33, lit 34. La hauteur entre les deux. Une chose est sûre, c'est qu'il faut un caractère hors du commun pour devenir sous-marinier, avoir des nerfs d'acier et surtout un bon esprit d'équipe. C'est avec la salle des torpilles que la visite du sous-marin Onondaga se termine. Et oui, je l'avoue, une première pour moi dans un bâtiment militaire. J'espère que vous avez aimé votre visite à l'Onondaga ici, à Rimouski. C'est un endroit exceptionnel. Faut vraiment venir le visiter. Là. Le voir comme ça à l'écran, c'est intéressant, là, mais être dans les petits couloirs, dans les petits raccoins, s'imaginer comment les gens y dormaient, ça devait être exceptionnel. 70 personnes pouvaient être présentes dans l'équipage, donc ça devait se sentir à l'étroit. Venez voir ça! Hey! Bienvenue au Parc national du Bic. Un parc sur le bord du fleuve, avec les marées, les rochers, les montagnes, les falaises. Le Parc national du Bic, c'est un petit joyau du Québec. Donc, je vous invite aujourd'hui pour faire un tour guidé, pour aller visiter toute la splendeur du Parc national. Ah! Ouais! Au Parc national du Bic, Marlène, il y a des découvertes à faire, c'est inouï. Qu'est-ce qu'on peut dire pour que les gens vraiment connaissent le parc? Le Parc national du Bic fait partie du réseau Parc Québec avec 23 parcs nationaux. Le Parc national du Bic est représentatif d'une région bien particulière, c'est le littoral sud de l'estuaire. Donc, c'est un parc qui est côtier marin. Alors, on a l'omniprésence de l'estuaire toujours lors de nos randonnées et tout ça. Naturellement, il y a des espèces qui y sont associées. C'est un parc qui a été créé en 1984, qui a 33,2 km². Donc, ça en fait un tout petit parc, mais avec une flore exceptionnelle. Il y a tellement de diversité ici. Hein? Effectivement. En plus, on dit 33,2 km², mais il y a seulement 18,8 qui sont terrestres.
Et sur ce 18,8 km²-là, on retrouve plusieurs habitats, que ce soit le littoral, le milieu marin, le milieu de montagne, de sommet et tout ça. Les falaises. Alors, une diversité floristique, là, Je vraiment pense que vous avez au-dessus de exceptionnelle. 700 espèces de plantes, hein, je pense. Effectivement, de plantes vasculaires. Donc, c'est un endroit privilégié par les botanistes, par les gens qui font de la recherche, par les amateurs aussi. C'est vraiment fantastique là, de parcourir le parc là, avec les sentiers. Puis il y a des vues exceptionnelles. Ici, je pense qu'une des caractéristiques principales du parc national du Bic, c'est les panoramas. Hein? Ah oui, incontournable. Et en plus, ça change. À chaque fois qu'on y vient, on y découvre d'autres paysages. La marée est basse, la marée est haute. Il y a des brouillards, il y a des ensoleillements. Il y a vraiment... Les phoques sont au rendez-vous dans un secteur parce que la marée leur permet d'accéder. On découvre toujours, à chaque fois, un peu plus le parc. Comme vous pouvez le constater, le parc du Bic, c'est un environnement maritime. On va retrouver des grandes marées de 3 à 5 mètres. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on est à la jonction de la forêt, des montagnes, de la mer. Et puis, il y a une végétation ici exceptionnelle. On va retrouver plus de 700 plantes sur 2500 à travers seulement 14 km². Donc, c'est ce qui en fait un parc national exceptionnel. Ce qui est magnifique ici au parc national du Bic, c'est toutes les brumes qui arrivent de la mer. Une fois, c'est grand soleil. Après ça, c'est la brume. C'est les plages. Regardez-moi ça. C'est beau sable comme ça. On va trouver toutes sortes de fruits de mer un peu partout. On a des moules, on a des oursins, on a toutes sortes d'oiseaux. Un peu plus loin, là-bas, on voit l'eider à duvet, qui est un super bel oiseau maritime. C'est la géologie aussi qui est intéressante ici. Hein? Ça a été formé il y a 450 millions d'années. Donc vraiment, la pression des Appalaches a fait en sorte qu'il est arrivé une pression qui a créé les fissures, ou plutôt les falaises ici sur le bord du cap. C'est magnifique. Hein? C'est un endroit magique. C'est tout le temps, c'est comme un petit cocon là, magique dans le Québec. Tout est brumeux. Le parc national du Bic est peut-être le plus petit du réseau Parc Québec, mais certainement l'un des plus spectaculaires. On y retrouve de très bons aménagements, tels que la ferme Rioux, où on y présente des projections et des présentations sur des sujets variés offertes par des gardes-parcs naturalistes. Lors de ma visite, j'ai eu la chance d'assister à une représentation théâtrale sur la vie du phoque commun. Si je comprends bien, les Amérindiens avec leurs arcs et leurs flèches, c'était pas si pire, mais l'homme avec ses fusils, t'aimes pas vraiment ça. Ah non, j'aime pas ça du tout. Mais les humains avec leur appareil photo, j'adore! Mais pas de trop près quand même, hein? Bon, ben là, c'est pas que je m'ennuie, hein, mais le vent a ses raisons que la raison approuve, hein? Je vais retourner à la pêche, moi. Salut tout le monde! Salut Richard! Salut! Bye bye! Bonjour, phoque commun. Bonjour! Alors, ici, au parc du Bic, tu t'es établi. T'es bien ici? Oui, j'aime bien vivre ici. On est environ 200 à vivre dans les environs de l'île du Bic, ici autour. J'aime bien ça. Il y a plein de beaux rochers où je peux m'étendre. Et puis, tu as la chance de pouvoir être protégé ici. Il y a des gens qui te protègent? En fait, c'est juste qu'on peut pas me chasser. T'es pas toute seule de ton espèce. Il y a aussi d'autres sortes de phoques dans la région? Ah oui, des fois, il y a des phoques gris qui viennent nous visiter. Il y en a une 50aine qui viennent pendant l'été. Et puis, ça va être quoi la différence entre un phoque commun et puis un phoque gris? Ah, lui, il va être beaucoup plus gros que moi. Et puis, il y a un museau en forme de W. Moi, c'est en forme de V. Et puis ensuite, lui, il a une tête de cheval. Moi, j'ai une petite tête de chien jolie. Bien, merci beaucoup, phoque commun. Ah ben, ça me fait plaisir. Bonne chasse. Merci. Des vestiges en direct. Ici, au Parc national du Bic, on va retrouver un site archéologique. 9000 ans d'histoire, il s'en est passé des choses ici. Donc, on peut voir tout au long du sentier, il y a des panneaux d'interprétation qui vont nous expliquer ce qui s'est passé depuis le temps. C'est vraiment intéressant, on en apprend beaucoup. Je me demande si c'était un abri montagnais, un abri iroquois ou encore Mi'kmaq. Ça ne va pas protéger beaucoup de la pluie, en tout cas. Ce qu'on nous explique, c'est qu'à l'époque, il y avait plusieurs nations amérindiennes qui pouvaient avoir côtoyé le site, que ce soit les Iroquois, les Algonquins, ou encore peut-être même les Montagnais. Il y a eu plusieurs colonisations au fil du temps. Donc, en 9000 ans d'histoire, vraiment, on a découvert que c'est un site qui était côtoyé par plusieurs nations. Ah, ça sent bon les roses ici, vraiment!
On arrive à un petit endroit ici après quelques kilomètres de marche. Une belle petite bâtisse qui nous accueille, la Rose d'été. Donc, vous pouvez venir déguster un bon petit café, des petites grignotines, naturellement le thé. Et puis, vous allez sur la terrasse, ça sent les roses, avec un paysage exquis du Parc national du Bic. Ah. Je vous parlais tout à l'heure d'oursin, hein? En voici un. C'est magnifique.